Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Enquête d'Europe. Dans cette émission, je vous emmène en Pologne, un des premiers pays européens à exploiter son gaz de schiste. Ensuite, direction le Luxembourg, où les salles de shoot existent depuis plusieurs années. Enfin, terminus en Grande-Bretagne, où les citoyens et le gouvernement britannique luttent contre le gaspillage alimentaire. Mais d'abord, Sandra Cerquera nous emmène en Espagne, dans un village d'irréductibles andalous qui luttent contre la crise. Sandra, Marinaleda, c'est un petit peu le contre-exemple de la crise espagnole. Pourquoi ce choix ? Parce que c'est une ville qui a décidé justement d'aller à contre-courant. C'est une ville qui ne connaît pas la crise, une ville de 3000 habitants située près de Séville, où il n'y a pas de chômage et où le maire est populaire. Donc c'est une situation qui contraste avec ce que connaît le reste du pays. Et dans le reste du pays, un actif sur 4 est au chômage. Le gouvernement bat des sommets d'impopularité. Seulement 7% des Espagnols se disent satisfaits de leur politique. Donc là, on vous suit dans le sud de l'Espagne, en Andalousie. Tout l'été, ils ont marché sur les routes d'Andalousie pour dire non à la crise. Derrière celui que les Espagnols surnomment Robin des Bois. Il a pris la tête d'un mouvement de résistance populaire, bien décidé à convaincre les maires de ne pas obéir à la politique d'austérité. Les coupes budgétaires se font sur le dos des travailleurs. Ce gouvernement de droite a fait tout le contraire de ce qu'il a promis. C'est pourquoi il est illégitime. Il faut le chasser au plus vite. Une marche et des opérations coup de poing dans les supermarchés pour aider les pauvres touchés par la crise. On m'a bien sûr beaucoup critiqué pour tout ça. Mais ça n'est pas du vol, c'est un acte d'insoumission, sans violence, pour attirer l'attention et montrer qu'il faut voir de l'autre côté de la crise, ceux qui n'ont plus rien, même plus de quoi manger. Il faut une rébellion citoyenne pour mettre en place un autre modèle économique et politique. Sinon, ça va être terrible. C'est le militant de la gauche anticapitaliste qui parle. Il y a 30 ans, Juan Manuel Gordillo décide de lancer dans sa ville une expérience des plus originales. Petite commune andalouse située à 1 heure de Séville, des noms de rues évocateurs et des fresques au slogan de révolte. Pas de police municipale. Une sorte d'enclave communiste en plein cœur de l'Europe, fondée sur une économie à 90% publique. Alors que l'Andalousie est la région espagnole la plus touchée par le chômage, avec un taux de 34%, à Marinaleda, tout le monde travaille. Une bonne partie des habitants est employée par la coopérative de la ville, créée par les ouvriers agricoles eux-mêmes après des années de lutte. En 1992, ils obtiennent gain de cause et exproprient 1200 hectares de terre. La terre doit être à ceux qui la travaillent. Dans le pays, ça va mal. Et nous, on a la chance de ne pas connaître le chômage. Notre exemple montre qu'on est une solution viable face au marché. Quel que soit leur poste, à responsabilité ou non, tous reçoivent la même chose, 47 € par jour, et effectuent une rotation afin d'assurer un revenu à tous. L'objectif de la coopérative, ce n'est pas de s'enrichir, c'est de donner du travail. Et ça, on ne le voit pratiquement nulle part. Les autres, ils veulent gagner toujours plus d'argent, mécaniser, pour qu'il y ait le moins de main-d'œuvre. Et ici, ce n'est pas ça le but. Mais avec la crise, ils sont de plus en plus nombreux à venir postuler pour travailler dans les champs. Difficile de donner du travail à tout le monde. Parmi les chômeurs qui arrivent, beaucoup étaient dans le bâtiment. Au moment où l'Espagne est en proie au boom de l'immobilier, Marinaleda décide d'aller à contre-courant en favorisant l'autoconstruction. Il est possible d'y louer une maison de 90 mètres carrés pour 15 € par mois. Il faut absolument que chacun aide à la construction de son logement et à celui de ses voisins. Là, on est 18 dans la rue. On s'entraide et si on ne peut pas le faire, on fait appel à quelqu'un d'autre de la famille. C'est la commune qui propose les terrains et fournit le matériel nécessaire à la construction des logements. On est subventionné, puis on rembourse en payant un peu chaque mois.
On ne sera propriétaire que dans 60 ou 70 ans. C'est une façon d'éviter la vente et donc la spéculation. De même, il est impossible de nous hypothéquer, car on ne fait pas appel aux banques pour un crédit. L'usine de la coopérative où les récoltes sont mises en conserve appartient aussi à ceux qui y travaillent. Les moyens sont collectivisés et les prises de décision aussi. Les habitants participent à des assemblées publiques et décident ensemble de ce à quoi est destiné le budget de la ville. De cette façon, on est sûr que les décisions sont bonnes pour tout le monde. Ça n'a pas l'air comme ça, mais on doit lutter parfois durement pour imposer ce système municipal. Beaucoup de politiques pourraient suivre notre exemple, mais ça ne les intéresse pas que tout le monde puisse vivre dignement. Menaces, procès, à droite comme à gauche, on critique un système qui, sans les aides publiques de la communauté autonome d'Andalousie, ne serait pas viable. D'autres dénoncent le populisme d'un homme, réélu régulièrement depuis 30 ans, qui chaque samedi est en direct pendant 1 heure sur la télé locale de la ville, située juste à côté de la mairie. Sandra, on le voit bien dans votre reportage, à l'heure où l'Espagne est dans une situation économique critique, les actions et la politique de ce maire est extrêmement populaire. Oui, il incarne le rejet de l'austérité et son action trouve un écho important dans la société espagnole. Il est très médiatisé. Bon, il a été très critiqué par les politiques, mais il est très médiatisé et très populaire chez les Espagnols eux-mêmes. Dans la rue, il est arrêté, sollicité. Et donc on voit en Espagne de plus en plus d'actes de désobéissance civile. Et les présidents de région notamment qui refusent d'appliquer les coupes budgétaires dans la santé, dans l'éducation, des coupes qui sont demandées par le gouvernement central. Et comment réagit la population face à cette austérité ? Alors on voit de plus en plus les Espagnols, la société civile, et ça touche vraiment tous les échelons de la société, les Espagnols qui s'organisent pour contrer les effets de l'austérité. Il y a beaucoup de personnes dans le besoin qui occupent des bâtiments privés laissés à l'abandon, beaucoup de manifestations pour dénoncer aussi les expulsions. Il y en a déjà eu 50 000 dans le pays, des expulsions qui peuvent conduire à des suicides. Oui, d'ailleurs, le gouvernement a décidé d'un moratoire face à ces manifestations, d'un moratoire de 2 ans sur les expulsions pour les personnes les plus démunies. Oui, et on voit aussi des médecins et des infirmières qui décident de ne pas appliquer les lois, c'est-à-dire ils refusent de ne plus soigner les immigrés sans papier, comme le demande une loi récente qui vise à faire des économies. Donc en fait, ce sont autant d'actes de désobéissance civile, des actes un peu citoyens, qui sont des alternatives à cette crise qui asphyxie aujourd'hui l'Espagne. Merci Sandra. En ces temps de crise, un pays a décidé d'exploiter ses gaz de schiste pour relancer son économie. Un virage énergétique controversé, direction la Pologne avec Paul Bouffard. Alors Paul, à l'image des États-Unis et de la ruée vers l'or, en Pologne c'est un peu la ruée sur le gaz de schiste. Est-ce que c'est un nouvel Eldorado ? Eh bien oui, il s'agit bien d'un nouvel Eldorado pour la Pologne. Le gouvernement polonais justement s'est précipité. En fait, des études américaines ont révélé des ressources importantes dans le sous-sol polonais. On a évoqué 300 ans d'exploitation à peu près, enfin revue à la baisse aujourd'hui. Aujourd'hui, on parle justement de 60 ans environ. Là, en ce moment, on en est encore au stade de l'exploration. Et avant une extraction effective, il faudra attendre une dizaine d'années. Donc là, on vous suit au nord de Varsovie. Cette eau minérale a beaucoup de vertus curatives. Elle est utilisée depuis des siècles pour guérir de nombreux maux. Elle est en danger à cause des forages effectués dans la région pour trouver du gaz de schiste. Robert ne se prive pas de goûter l'eau de son village, une eau minérale réputée en Pologne. Et pourtant, la source est en sursis à cause de l'exploitation du gaz de schiste. D'ici quelques mois, dans la région, des forages devraient voir le jour. Un drame pour Robert. Son projet de rénover les thermes tomberait à l'eau. Personne n'investira si des forages pour extraire le gaz de schiste se font dans un rayon de 10 km. Il y aura danger de pollution pour les eaux salines. Le gaz de schiste, son exploitation nécessite une fracturation hydraulique. Les compagnies gazières injectent sous pression un grand volume d'eau mêlé à des produits chimiques dans la terre. La roche explose et libère le gaz prisonnier. Les résidus d'eau peuvent contaminer les nappes phréatiques voisines. Et pour l'État polonais, impossible de passer à côté de cette nouvelle source d'énergie. Le gouvernement défend son nouvel Eldorado.
Le gaz de schiste, c'est une chance pour la Pologne, mais aussi pour l'Union européenne. Cette forme d'énergie peut jouer un rôle important pour la relance de l'économie polonaise, mais aussi rendre la Pologne indépendante vis-à-vis des étrangers. Le gouvernement espère profiter des réserves importantes du pays pour alimenter en gaz sa population pendant plusieurs dizaines d'années sans avoir besoin de son voisin russe. Jusqu'en 2022, la Pologne est liée par contrat avec le géant russe de l'énergie Gazprom, qui leur fournit près de la moitié de leur consommation gazière. Le gaz de schiste pourrait inverser la tendance. Nous considérons avec beaucoup de rigueur les angoisses des populations et nous voulons lutter contre les mythes liés au gaz de schiste. Par exemple, mon ministre, le ministre du Trésor, a bu en direct à la télévision nationale le liquide que l'on injecte pour la fracturation, pour prouver que ce n'est pas du poison. Varsovie compte investir plus de 12 milliards d'euros dans l'exploitation de ce gaz de schiste. Alors, on ouvre les portes à tous les investisseurs et dans les campagnes polonaises, on installe les forages. Comme ici, à Garwolin, à 2 heures de route de la capitale. Selon la compagnie polonaise d'énergie Orlen, qui n'a pas souhaité nous ouvrir officiellement les portes du site, il n'y a aucun danger. Les rejets polluants passeront dans un système d'épuration. Et ce n'est pas l'avis de cet homme, Marek Prida, à la tête de l'ONG polonaise Inspro. Il dénonce cette exploitation du sol. Selon lui, le gouvernement a trop vite oublié l'impact écologique. Il y aura des centaines, puis des milliers de forages comme celui-ci. Car pour le gaz de schiste, on a besoin de beaucoup plus de forages que dans le cas du gaz naturel. Et pour les habitants qui sont dans le voisinage, pour le tourisme, pour l'eau, c'est un véritable danger. Alors, il y a du gaz? Le forage va s'installer? Pas de commentaire. Ah, c'est intéressant ça. Vous n'avez rien trouvé donc. À Garwolin, Marek rencontre les voisins du forage et chez les agriculteurs, l'inquiétude monte. Qu'allez-vous faire s'ils exploitent près de vos champs? L'eau est déjà salie dans mon puits. C'est vrai? Elle est comment, brunâtre? Brunâtre. Alors vous la buvez? Nous on boit l'eau municipale. Le puits il est condamné, inutile. Elle est brune. Depuis quand? Depuis qu'ils ont commencé à forer. Je ne sais pas ce que nous allons devenir. Relancer l'économie, se défaire de la main russe. Selon un sondage, 73% des Polonais disent oui au gaz de schiste. Et pour s'assurer le succès, le gouvernement distribue les permis d'exploitation pour quelques dizaines de milliers de dollars, y compris sur des sites naturels protégés. Aucune règle n'encadre l'installation de forages sur le sol polonais. Paul, on le voit bien dans votre reportage, le gaz de schiste semble être une aubaine pour l'économie polonaise. C'est exactement ça. En fait, Varsovie voit dans ce gaz de schiste une opportunité formidable. D'abord, le gaz de schiste, Made in Pologne, ça permettrait de développer certaines régions, des routes, des infrastructures, des industries. Ensuite, même si ce gaz de schiste est assez polluant, il rejette dans l'air du méthane, par exemple, ça permettrait aux Polonais d'améliorer leur bilan carbone. Parce qu'en Pologne, l'électricité est principalement produite à partir du charbon, encore aujourd'hui. Il y a une chose qu'on ressent bien sur le terrain, c'est que le gouvernement souhaite s'affranchir de la dépendance énergétique vis-à-vis de la Russie. Via Gazprom. Exactement. Le voisin russe fournit une grande part des ressources gazières de la Pologne. Et depuis la guerre froide, les relations entre ces deux pays sont assez tendues. Et à ce jour, donc, la Pologne cherche peut-être à s'émanciper de son grand frère russe, et surtout en matière énergétique. Mais Paul, ce qu'on voit aussi dans votre reportage, c'est que même si la contestation existe, elle reste quand même embryonnaire. Comment vous expliquez l'adhésion des Polonais à ce projet d'exploitation du gaz de schiste? En fait, le débat en Pologne, il ne s'est pas installé comme ici en France. D'abord, il n'y a pas de loi qui cadre l'exploitation du gaz de schiste. Ensuite, le gouvernement n'a vraiment pas voulu louper le coche. Dans les médias, on en parle très peu. On ne veut pas faire peur à la population. Alors quand on en parle, c'est quasiment des pages entières dans le journal. C'est pour faire de la propagande. Le jour où je tournais à Cichocinek, donc il y avait bien dans la Gazeta Wyborcza on le voit sur ces images. Exactement, une page entière à la gloire du gaz de schiste, avec des titres comme N'éteignons pas la flamme. Deuxième chose, en Pologne, les écologistes ne sont pas très actifs. Ils ne représentent pas vraiment une force politique. En fait, la contestation, elle vient plutôt des citoyens. Comme à Cichocinek, on vend de l'eau de source,
qui est très bonne pour les sportifs. Après l'effort, ça permet de récupérer plus vite. Et on a pu voir dans le reportage Robert qui exploite cette source. Et en fait, c'est celui qui possède ces termes en début de reportage. Voilà, exactement. Et lui, il a peur de la pollution, des rejets polluants de ce gaz de schiste. Raison pour laquelle il s'engage tout simplement. Merci Paul. Direction maintenant le Luxembourg. À l'heure où les polémiques sur les salles de shoot se suivent et se ressemblent, nous avons voulu savoir comment ces établissements fonctionnent au quotidien. Jérôme Rabier s'y est rendu. Jérôme, combien il y a de salles de shoot en Europe ? Alors les salles de consommation de drogue supervisées, qu'on appelle couramment salles de shoot, existent déjà dans 7 pays européens. En Suisse, en Espagne, en Allemagne, au Danemark, en Norvège, aux Pays-Bas et donc au Luxembourg où nous nous sommes rendus. Cela représente 80 salles de consommation en Europe sur les 90 qui existent dans le monde. Donc très clairement, on voit que l'Europe est précurseur dans ce domaine. Et pourquoi vous avez choisi d'aller au Luxembourg ? Alors, la seule structure du pays est ouverte depuis 2005. Elle est gérée par une association, le Comité national de défense sociale. Et il est intéressant de noter que, contrairement en France où droite et gauche s'opposent sur la question, à Luxembourg, la capitale du pays, c'est une municipalité de droite, alliée avec les Verts, qui a installé la structure en 2005, dépassant ainsi les clivages traditionnels sur la question. Donc on vous suit à Luxembourg. Coincé entre une entrée d'autoroute et les voies de chemin de fer, c'est ici, dans ces préfabriqués, que les toxicomanes viennent trouver un refuge, un abri, un lieu pour se droguer. Installée en 2005 à quelques centaines de mètres de la gare, c'est l'unique salle de consommation du pays. À l'intérieur, une équipe d'éducateurs et du personnel médical accueille les usagers, 120 par jour en moyenne. Donc ils arrivent ici avec le ticket selon qu'on a pris, le ticket blanc, on le présente. Ma collègue qui est ici fait les statistiques, donc elle prend le nom et il faut aussi dire ce qu'on consomme. On ne fournit ici que le matériel nécessaire à la prise de drogue. Le produit, en grande majorité de l'héroïne, est apporté par le client. Il a ensuite 20 minutes pour le consommer. Quand il quitte la salle, il se lave les mains et puis il sort et ainsi de suite quoi, pour d'autres clients. Et la structure ne désemplit pas. Ils sont près de 1200 toxicomanes à y être inscrits. Pour y accéder, il faut signer un contrat où l'on accepte les règles du lieu. Pas de deal, pas de bagarre et le respect pour le personnel comme pour les locaux. Philippe est un usager régulier. Rien que dans cette matinée, cet accro à l'héroïne depuis 25 ans passera 3 fois dans la salle de consommation. L'héroïne, je la fume. Donc voilà, j'ai mon petit endroit tranquille qui m'assure une sécurité. J'ai pas besoin de le faire dans des endroits cachés. Et qu'est-ce que vous répondez aux gens qui disent que ici ça facilite la drogue, ça peut empêcher les gens d'arrêter? Une personne qui veut se droguer, que ça soit ici ou ailleurs, elle le fera. C'est pas parce que voilà, c'est un endroit où tous les toxicomanes se rencontrent que ça va accentuer encore plus le problème, au contraire. Si le lieu est médiatisé pour sa salle de shoot, c'est une structure plus large qui est proposée. Dotée d'un budget annuel de plus de 2 millions d'euros, on y vient aussi pour juste prendre un café, échanger ses seringues usagées, trouver de l'aide pour ses démarches administratives. 42 lits sont aussi disponibles la nuit pour héberger les toxicomanes sans abri. Le centre, c'est un tout. Et la prise en charge des personnes toxicomanes, ce n'est pas simplement leur donner un endroit où ils peuvent consommer comme ils veulent. Beaucoup de gens ont rompu avec leur famille, ont rompu avec la société parfois. Et il est important, je pense, pour un pays, de garder le contact avec des personnes très vulnérables, souvent malades, qui ont besoin d'aide et qu'on ne peut pas laisser mourir dans la rue. Montée il y a 7 ans, la structure s'est pérennisée. À l'époque, dans ce quartier habitué aux toxicomanes, les riverains étaient réticents. Le temps a finalement permis l'acceptation du projet. C'est mieux qu'ils consomment là-bas que s'ils consommaient devant une école primaire où ils laissent tout dans la cour. Voilà. Je ne sais pas s'ils le font toujours, mais les instituteurs, ils venaient plus tôt pour faire le tour, pour ramasser des seringues avant que les enfants arrivaient. Au niveau du quartier, vous connaissez, ça a peut-être quand même rencontré quelques résistances? Oui, bien sûr, il y a toujours beaucoup de gens qui sont résistants, qui préfèrent que ce soit dans le quartier à côté. Car derrière l'objectif sanitaire, c'est aussi la question de la sécurité qui est en jeu. Ouvert 6 jours sur 7,
Le centre permet de maintenir la population toxicomane à distance respectable du centre-ville, un objectif assumé par la mairie. En effet, c'est une sécurité et pour la population de la ville de Luxembourg qui, à tort ou à raison, a ce sentiment d'insécurité par rapport aux personnes toxicomanes, mais c'est aussi une sécurité pour les personnes concernées. Bien entendu, il y a un deal qui se fait tout autour, nous le savons, nous ne pouvons pas l'éviter. On pourrait peut-être dire donc qu'on peut mieux le contrôler puisqu'il est assez délimité dans l'espace. En 7 ans d'existence, les résultats en matière de santé publique sont là. Le nombre d'overdoses a été divisé par 4 et les contaminations sont en chute libre. Jérôme, on le voit bien dans votre reportage, la structure semble pérenne, pour autant elle est toujours dans des préfabriqués. Est-ce qu'il y a un risque qu'elle soit fermée d'un moment à l'autre ? Clairement, il n'y a pas de volonté politique de fermer la structure, bien au contraire, puisque la municipalité veut installer un bâtiment en dur de manière définitive. Alors une entreprise bloque le projet, car elle ne veut pas voir s'installer un tel bâtiment face à son siège social. Elle engage donc tous les recours en justice pour bloquer. Ça montre qu'il y a encore une forte résistance. En attendant, la municipalité a fait ériger ses préfabriqués de manière temporaire, mais Gilles Roll, le directeur du CNDS qui gère la structure et qu'on a vu dans le reportage, a l'habitude du provisoire qui dure. Mais selon vous, est-ce qu'on peut parler d'un bilan positif pour cette structure ? Alors du point de vue sanitaire, clairement oui. Il y a moins de contamination au VIH et aux hépatites qui touchent le milieu toxicomane. En revanche, ça ne règle pas tout. Il y a par exemple pas moins de consommateurs ni moins de consommation de drogue dure au Luxembourg depuis que la structure a ouverte. Il faut prendre le centre pour ce qu'il est, un lieu d'accueil pour les toxicomanes où ils peuvent se droguer en sécurité. D'ailleurs, il n'y a jamais eu d'overdose mortelle au sein de la structure depuis son ouverture, grâce à l'intervention du personnel médical en cas de souci. Merci Jérôme. Merci Nora. En Europe, tandis que les plus démunis affluent dans les centres d'aide alimentaire incapables de répondre à la demande, nous continuons de jeter 179 kilos par an et par personne de nourriture à la poubelle. Une réalité dont les pouvoirs publics se sont emparés. Flora Sauvage s'est rendue à Londres. Flora, en Europe, tous les pays sont concernés par le gaspillage alimentaire, alors pourquoi la Grande-Bretagne ? La Grande-Bretagne était le mauvais élève en Europe. Une étude publiée en 2009 a révélé qu'un quart des aliments achetés par les consommateurs britanniques étaient jetés directement à la poubelle. Si bien que le gouvernement a décidé de prendre les choses en main et aujourd'hui, la Grande-Bretagne est l'exemple à suivre. Donc là, on vous suit à Londres. Chaque année en Grande-Bretagne, 15 millions de tonnes de nourriture sont jetées à la poubelle. La moitié provient des ménages. Steve essaie de gaspiller le moins possible et malgré tout, il lui arrive de gâcher de la nourriture. Parfois, c'est difficile de s'y retrouver. Cette salade, par exemple, va peut-être finir à la poubelle ou au compost. On congèle le pain pour faire des toasts parce que c'est difficile de s'y retrouver sinon. Depuis 4 ans, la mairie d'arrondissement de Steve a mis à sa disposition une poubelle destinée à recueillir ses déchets alimentaires. Voici mes poubelles. J'en ai une pour les déchets, une autre pour le recyclage et une autre pour la nourriture. La mairie l'a mise à notre disposition gratuitement. Je peux y mettre tous mes déchets alimentaires. Légumes, fruits, viande, poissons, tout y passe. L'objectif du gouvernement britannique est de réduire le gaspillage alimentaire de 700 000 tonnes d'ici 2015, car il y a urgence. Il y a eu un réel effort au Royaume-Uni pour réduire le gaspillage alimentaire. On a à peu près la même population qu'en France, nous sommes 63 millions, mais le Royaume-Uni est beaucoup plus petit en superficie, particulièrement à Londres où l'on est 8 millions. Donc il faut vraiment qu'on fasse attention car on n'a pas assez de place pour incinérer nos déchets. Tristram Stuart est un fervent militant contre le gaspillage alimentaire. Il organise dans les capitales européennes des buffets gratuits avec des ingrédients destinés à être jetés pour mobiliser les consommateurs sur le gaspillage. Les consommateurs britanniques jettent environ 20% de la nourriture qu'ils achètent. Toutefois, un certain nombre d'initiatives ont été mises en place pour réduire le gaspillage dans les foyers et dans l'industrie. On a ainsi vu une réduction de 13% du gaspillage des ménages, ce qui est plutôt positif. Maintenant, on met la pression sur l'industrie. Car les supermarchés britanniques produisent 300 000 tonnes de déchets alimentaires par an. Certains ont pris le problème à bras-le-corps et font la chasse au gaspillage.
Les offres promotionnelles sur les produits qui approchent de la date de péremption ont permis à la chaîne de supermarchés Marks & Spencer de réduire son gaspillage alimentaire de 40% depuis qu'ils ont mis en place cette initiative en 2008. D'après Tristram Stuart, un tiers de la production alimentaire mondiale est jetée à la poubelle, alors même qu'1 milliard d'êtres humains sur la planète ne mangent pas à sa faim. À Spitalfields, le plus vieux marché londonien, 9 restaurants gaspillent chaque année 200 000 tonnes de nourriture. Face à ce constat, Andrés Felipe Ramirez a été engagé par le centre commercial pour limiter ce gaspillage. Voici l'arrière des restaurants. Ici, il y a différentes sections. On a des poubelles exprès pour la nourriture. Là, c'est principalement du riz, parce qu'on a un restaurant asiatique. Ici, c'est de la salade et des légumes. Le potentiel du recyclage de la nourriture est énorme. On peut produire de l'engrais ou de l'électricité en recyclant la nourriture qu'on jette, et on empêche au passage que ces déchets aient des effets toxiques sur l'environnement. Dans cette usine du sud de Londres, on recycle les déchets alimentaires pour produire de l'engrais destiné aux agriculteurs de la région. Salades, poissons, pain de mie, les déchets collectés ici viennent des restaurants, des supermarchés ou encore des maisons des alentours. Ces céréales ne sont pas périmées, mais elles ont été jetées à la poubelle. C'est tout à fait mangeable. Ce produit se périme l'année prochaine, mais il y a peut-être un problème de bactéries qui expliquerait que ces céréales ont été jetées. Ou bien, tout simplement, peut-être y a-t-il un défaut au niveau de l'emballage et le fabricant a préféré tout jeter plutôt que le consommateur achète un produit avec un emballage impropre. Depuis 2002, en Grande-Bretagne, la directive de l'Union européenne sur la mise en décharge des déchets fixe des objectifs de recyclage et de valorisation. Dès lors, une réelle prise de conscience a eu lieu. Notre moteur principal, c'est la directive européenne sur les déchets. Malheureusement, au Royaume-Uni, on est loin d'approcher les objectifs que la directive nous impose. On risque donc d'avoir une amende de l'Union européenne si on ne parvient pas à réaliser ces objectifs. Et les denrées alimentaires sont l'une des choses les plus faciles à recycler. Près de la moitié des aliments encore sains sont gaspillés chaque année par les ménages et les supermarchés de l'Union européenne, alors que 79 millions d'Européens vivent au-dessous du seuil de pauvreté. L'objectif de l'Union européenne est de réduire son gaspillage alimentaire de 50% d'ici à 2025. Flora, on le voit bien dans votre reportage, on jette de tout, mais qui sont les responsables et pourquoi ? En fait, on est tous responsables. Les familles jettent, l'industrie agroalimentaire, les supermarchés, les cantines des écoles, les hôpitaux. Tous, à notre niveau, on jette de la nourriture, parfois même sans s'en rendre compte. D'après une étude de la Commission européenne, le gaspillage alimentaire représente 89 millions de tonnes, soit 179 kilos par an par habitant, ce qui est un chiffre considérable. Si on continue sur cette lancée, ce gaspillage alimentaire devrait augmenter de 40% d'ici à 2020. Qu'est-ce qu'on jette ? On jette de tout, on jette des fruits, des légumes, de la salade, du pain, des boissons. À eux seuls, ces aliments représentent les 2 tiers de ce qu'on jette à la poubelle. La Grande-Bretagne s'est attelée au problème. Qu'en est-il du reste de l'Europe et de la France en particulier ? Alors, chaque Français jette en moyenne 20 à 30 kilos de nourriture par an, un chiffre que le gouvernement aimerait bien réduire de moitié d'ici à 2025. Et dans un contexte de crise, l'idée, ce serait de récupérer les invendus des supermarchés pour les donner aux banques alimentaires. Donc on ferait d'une pierre deux coups, on réduirait le gaspillage alimentaire et on aiderait les associations d'aide aux plus démunis. Merci Flora. Voilà, c'est la fin de cette émission. Rendez-vous très vite sur Public Sénat et tous les jours sur publicsénat.fr.